moi, je ne vais pas prendre la parole longtemps parce que, comme tu l'as rappelé, l'objectif, c'est aussi de discuter avec la salle, que vous puissiez vous poser les questions, réagir à ce qui va être dit. Et on m'a demandé, et je ne vais pas répondre à la question. Moi, je vous le dis d'emblée. Je laisserai ça à Alexis et à Coralie, puisqu'on m'a demandé plus de mettre en perspective, finalement, le projet et la proposition de loi qui vise à la criminalisation des hébergeurs et à la modification de la loi de 80 sur les étrangers, dans une perspective plus historique sur la justice et éventuellement le rôle du juge d'instruction ou l'absence du rôle du juge d'instruction dans un avenir proche ou lointain dans le cadre de la procédure pénale belge. Alors, ceci ne peut pas se faire sans avoir peut-être certaines bases, à mon sens. C'est de dire que, grosso modo, dans le monde, il existe deux types de procédures d'enquête. On les appelle de manière générique accusatoire et inquisitoire. L'une, l'accusatoire, c'est plus en général les États anglo-saxons que l'on voit. Les caractéristiques générales, c'est plus une procédure publique où l'ensemble des parties participent à la preuve, apporte ça. L'inquisitoire qu'on voit plus dans les pays de tradition latino-germanique, notamment ici en Belgique, ou qui est plus une procédure secrète, où il y a une personne qui diligente la procédure et de manière assez écrite. En Belgique, on tend plus vers ce second type de procédure, bien qu'il y ait des aménagements et qu'on puisse dire que c'est quelque chose d'un peu hybride. C'est notre histoire, puisqu'il y a grosso modo deux autorités susceptibles de diligenter l'enquête. D'un côté, le parquet du procureur du roi aujourd'hui, de l'autre côté, le juge d'instruction, peut-être pas pour très longtemps. Et il y a aussi la possibilité pour les parties, notamment les parties civiles et ainsi de suite, de demander ce qu'on appelle des devoirs complémentaires dans le cadre de cette enquête qui est secrète, d'avoir un accès au dossier et ainsi de suite, et donc de pouvoir avoir toute une série de droits. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important pour savoir vers où on va. Il faut savoir qu'il y a eu une grande réforme de la procédure pénale en 1998, donc il y a 20 ans aujourd'hui, dont on n'a pas encore pris l'ensemble et on ne l'a pas tout à fait digéré, on n'en a pas tiré l'ensemble des conclusions, que déjà depuis plusieurs années, on voit une inflation législative, surtout sous ce nouveau gouvernement, où projet après projet, on modifie toute une série de pratiques dans le cadre de la procédure. Ces pratiques évoluent et on l'a vu déjà à l'époque en 1998, le rôle du juge d'instruction tel qu'il était connu a été réduit. Et ce rôle du juge d'instruction a été progressivement réduit d'année en année. On a vu notamment dans le cas des affaires terroristes la loi sur les méthodes particulières de recherche. C'est un exemple parmi d'autres où de plus en plus de compétences et la compétence d'enquête s'est progressivement, mais progressivement déplacée. Et le centre finalement d'intérêt s'est déplacé vers le parquet du procureur du roi. Est-ce que c'est une bonne tendance? Est-ce que c'est une mauvaise tendance? Ça, c'est finalement l'objet d'un débat. Il y a plusieurs théories là-dessus. En Belgique, on a fait le choix, et je pense que dans nos mouvements aussi, on fait le choix d'un juge d'instruction fort. Pourquoi? Parce que le juge d'instruction est un magistrat, avec, au sens constitutionnel du terme, avec l'ensemble, les conditions qui régissent ce magistrat, à savoir l'indépendance, l'impartialité, et ainsi de suite. Il doit remettre des comptes, il est évalué, il y a la possibilité, dans le cadre d'une procédure, d'avoir une procédure en récusation à l'encontre d'un juge d'instruction. On l'a vu notamment dans l'affaire Dutroux et Mélissa avec le juge Conroth. Il y a toute une série de procédures, effectivement, à l'encontre d'un juge d'instruction qui assure l'indépendance et l'impartialité. Et en plus, il n'est pas seul maître de l'enquête, parce qu'au bout du bout, il y a un autre tribunal avec un degré d'appel, donc la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, qui, elles, sont chargées, finalement, de se prononcer sur l'opportunité ou non des poursuites, de renvoyer devant un tribunal correctionnel ou non. Et en plus de ça, et ça j'y reviendrai, avec des modifications législatives, tant qui concernent la chambre du conseil que la chambre des mises en accusation, la possibilité pour ces autres tribunaux, aujourd'hui, de vérifier la régularité aussi de l'instruction. Parce que c'est un peu le débat qui nous anime aujourd'hui sur la base en fait, d'une doctrine minoritaire française, puisque dès qu'on parle en France, ça s'importe, sur base d'une tendance aussi à l'évolution dans le droit néerlandais de la procédure pénale, où on souhaiterait passer d'un juge d'instruction à un juge de l'instruction. Ça n'est pas du tout la même chose. Le juge d'instruction lui mène l'enquête, dans le cadre que je vous ai dit, avec un cadre légal.
Le juge de l'instruction détermine, en fait, arrive en fin de course ou pourrait être sollicité parfois pour déterminer si les actes posés ou si l'enquête qui a été menée est régulière. Ce juge de l'instruction, entre guillemets, aujourd'hui existe. C'est la chambre du conseil, c'est la chambre des mises en accusation par le biais en fait, des articles du code d'instruction criminelle qui prévoient en fait, l'enquête sur cette régularité. À l'inverse du juge d'instruction, le parquet du procureur du roi, lui, est organiquement dépendant du pouvoir exécutif. Ça se vérifie dans le cadre de la Constitution, ça se vérifie dans le code judiciaire, ça se vérifie dans le code d'instruction criminelle, où on indique dans l'ensemble de ces endroits au fait que finalement c'est le ministre de la Justice, aidé par le Collège des procureurs généraux, qui détermine en fait les directives d'enquête. Le ministre de la Justice a la possibilité et a un droit d'injonction positive à l'encontre du parquet du procureur du roi. Il faut savoir que à l'issue, rien ne sait déterminer ce qui va mener le procureur du roi à ouvrir ce qu'on appelle une information. Donc pour une même affaire, le parquet pourrait considérer qu'il y a utilité à ouvrir l'information dans une autre non. On ne sait pas sur la base de quels critères ça se fonde. Dans une même affaire, il pourrait déterminer qu'il y a utilité à poursuivre et dans une autre non. Et en fin de compte, lorsqu'il clôture et lorsqu'il décide de clore son information, il n'y a pas d'autorité judiciaire qu'il décide et qui examine en fait si l'opportunité de clore cette information ou l'opportunité de poursuivre se justifie, est-ce que l'information était régulière ou non. Il n'y a pas, dans le cadre strict de l'information, de chambre du conseil et de chambre des mises en accusation, comme cela existe pour le juge d'instruction. Et donc on voit cette tendance et cette volonté, et on le voit notamment dans le cadre de la proposition qui veut réformer l'article 71/7 de la loi de 80 sur les visites domiciliaires, la volonté au fait de réduire les compétences du juge d'instruction, de l'astreindre finalement moins un rôle judiciaire qu'un rôle administratif, et dans une volonté aussi du gouvernement de donner de plus en plus de compétences, et ça sur l'ensemble des volets, au parquet du procureur du roi. Parce qu'il considère peut-être que ça va plus vite, parce qu'il considère que peut-être que c'est plus efficace, et tout cela se base au fait sur une critique, fondée ou non, et c'est celle qui revient toujours, je la considère comme étant non fondée, qui est de dire que le juge d'instruction pourrait être considéré comme juge et partie dans le seul cadre du mandat d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'alors même qu'il mène l'enquête à charge et à décharge, il délivre et pourrait délivrer un mandat d'arrêt, sauf que le mandat d'arrêt ne détermine en rien la culpabilité de la personne, et le mandat d'arrêt peut être levé par le juge d'instruction si, dans le cadre de son instruction, il considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge que pour poursuivre, et ainsi de suite. Donc, il y a, je pense, là, une accusation faite à l'encontre des juges d'instruction qui est fausse, qui est erronée, et qui fait qu'on porte atteinte à ces magistrats dits indépendants. Je pense qu'un corps de magistrats indépendants, et on les a entendus suffisamment ces dernières semaines et ces derniers mois, ne plaît pas toujours au gouvernement lorsqu'il y a des critiques qui émanent même des plus hautes sphères de l'État et de magistrats de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation ou du président du tribunal de première instance. On les qualifie rapidement de gauchistes pour finalement les discréditer, alors que la seule chose qu'ils indiquent, c'est qu'ils ne souhaitent pas être considérés comme un SPF, mais comme un pouvoir constitutionnel. Et ça aussi, je pense que c'est une dérive que l'on oublie souvent, c'est qu'en Belgique, il existe 3 pouvoirs constitutionnels, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, que le législatif, depuis plusieurs années, s'est étiolé, puisque le législatif devient malheureusement de plus en plus la chambre d'entérinement de l'exécutif, et qu'aujourd'hui, le vrai contre-pouvoir de l'exécutif et du législatif en même temps demeure le judiciaire, qui est mis à mal et qui est considéré comme une administration comme une autre, devant faire du chiffre et devant être astreinte à toute une série d'économies, bien qu'il existe un cadre légal qui n'a jamais été rempli et que, je pense, l'exécutif n'entend pas remplir à ce jour. Et ça, c'est souvent, je pense, un oubli. C'est qu'il ne s'agit pas d'une administration comme les autres, il s'agit d'un pouvoir constitutionnel. Et dans les débats, il faut pouvoir le rappeler, et que ce pouvoir est indépendant de l'exécutif, même s'il n'aime pas entendre ça. Et cette indépendance permet au judiciaire, effectivement, de contrôler
d'une manière autre que celle que devrait faire le législatif, l'exécutif dans les décisions qu'il prend. Ça se démontre tous les jours. Il existe des arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont pris tous les jours et qui invalident des textes de loi. Il existe des arrêts du Conseil d'État qui sont pris tous les jours et qui invalident des actes administratifs. Il existe des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers qui sont pris tous les jours et qui invalident fort heureusement toute une série de décisions de l'Office des étrangers, qui sont également des actes administratifs. Ça ne plaît pas toujours, mais c'est comme ça dans une démocratie. Et je pense que nous avons le devoir de défendre cette vision de la démocratie. Pour ma part, je suis pour un juge d'instruction fort, parce qu'effectivement, on voit dans cette tendance et dans cette volonté de réforme du ministre Gaines, dont il faut se souvenir qu'elle n'est pas nouvelle. Déjà sous le précédent gouvernement, il y avait une demande qui avait été faite à l'université de Gand de déterminer comment faire évoluer le code d'instruction criminelle et la procédure pénale en Belgique. Ce qui est particulier, c'est que dans le précédent gouvernement, l'université de Gand avait remis 4 scénarios. 4. Et que sans aucune explication, aujourd'hui, le gouvernement Gaines a demandé à un panel d'experts de ne travailler que sur un seul scénario. Non plus celui où il y a 2 procédures d'enquête distinctes, mais celui où il y a une seule procédure d'enquête distincte, et non plus celui qui donne de la place finalement et une initiative potentielle à la partie civile, mais celui qui refuse tout droit d'initiative à la partie civile. Voilà. Ce sont des choix politiques qui n'ont pas été expliqués, en tout cas dont je n'ai pas l'explication aujourd'hui, mais qui démontrent une tendance sûre et certaine et la volonté de mettre à mal le statut du juge d'instruction aujourd'hui en Belgique. Et lorsqu'on met à mal le statut du juge d'instruction aujourd'hui en Belgique, qui est le juge qui décide sur la base des éléments à charge et à décharge qui lui sont soumis, s'il souhaite poursuivre, s'il entend poursuivre, et puis après qui soumet à une autre juridiction indépendante et impartiale le droit et le devoir finalement de déterminer si l'affaire doit être envoyée, pas renvoyée, si des actes doivent être complétés, si l'enquête a été réalisée de manière régulière. Je pense que c'est une atteinte importante, et c'est une atteinte d'autant plus importante qu'elle ne s'accompagne pas, et que la volonté finalement de donner des pouvoirs complémentaires au parquet ne s'accompagne pas d'une réflexion globale sur la procédure pénale. Parce qu'on pourrait entendre finalement la volonté d'avoir une enquête pénale, s'il y a une vraie réflexion sur l'ensemble de la procédure pénale et une vraie réflexion sur le statut du parquet du procureur du roi, sur les missions qui lui sont dévolues et toute une série d'autres choses. Aujourd'hui, cette réflexion n'a pas lieu. En tout cas, n'est pas publique, ou Alexis nous corrigera si je dis une bêtise. Et donc, c'est une tendance qui est lourde, qui est importante, qui est grave, à laquelle on doit être vigilant, à mon sens, dans un état de droit et dans la volonté de laisser au pouvoir judiciaire la capacité de décider de manière indépendante et impartiale s'il accepte ou non, finalement, de poser certains actes. Je ne vais pas m'étaler plus longuement sur la question de l'état des lieux, puisque c'est juste ce que l'on m'a demandé, mais le cadre étant dressé, je vais passer la parole à Alexis, puisque dans ce cadre, effectivement, il y a la volonté pour le gouvernement de donner un juge d'instruction, mais hors la procédure que je vous ai indiquée, c'est-à-dire hors procédure d'instruction et hors contrôle judiciaire postérieur, enfin, contrôle par une chambre d'instruction, la volonté, au fait, de poser des actes contraignants qui peuvent porter à certaines libertés fondamentales. Voilà. C'est une question de société, c'est vraiment vers quelle société, quel type de société on veut aller, tenant compte des nouvelles réalités liées à la migration, que l'être humain est ainsi fait qu'il va rechercher évidemment un endroit pour pouvoir vivre en paix et paisiblement et pouvoir offrir la meilleure éducation possible pour ses enfants. Et donc, qu'on le veuille ou non en haute sphère, les migrations ont toujours fait partie de l'humanité avec des augmentations, des diminutions. Et alors moi je parle avec ma double casquette, à la fois président de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi avocat qui fait du droit des étrangers. Et j'insiste toujours sur ce point-là, quand je vois des migrants arriver dans mon bureau, qu'ils soient candidats réfugiés ou migrants économiques, eh bien, ces personnes m'ont toujours donné l'impression que si elles avaient vraiment eu le choix, elles auraient préféré rester vivre chez elles, s'il y avait la paix, s'il y avait un avenir pour leurs enfants, parce que s'arracher à sa famille et à son milieu social et à son pays, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, et il faut toute une série de conditions, voire de désespoir, pour comme ça se lancer sur une route migratoire dont on sait les dangers qu'elle comporte, que ce soit
pour prendre l'exemple des Soudanais ou des Érythréens, le désert du Niger, le parcours à travers la Libye et les milices libyennes qui kidnappent et qui rançonnent, la Méditerranée où le risque de noyade est énorme, l'accueil en Italie dont on ne peut plus utiliser le mot accueil, la traversée des Alpes, traverser la France pour finir au parc Maximilien et faire connaissance avec la police belge, ou la dureté, ou avec la politique ferme mais humaine de notre gouvernement, et je dis ça évidemment ironiquement, parce que ce n'est qu'un slogan. Et donc, voilà, ça c'est une réalité, et forcément, c'est la chose politique, c'est le gouvernement qui prend toute une série de mesures, de lois, pour répondre à un défi. Ici, le défi migratoire. Alors, ce midi, on réfléchit sur cette criminalisation du migrant, la criminalisation de l'étranger, et finalement, l'étape suivante, la criminalisation du citoyen qui est solidaire avec l'étranger qui se présente à nos portes. Et on doit noter que cette criminalisation, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas juste le gouvernement MR-NVA. Il faut pouvoir le dire, c'est l'œuvre des gouvernements successifs sur les 20 dernières années, avec tous les partis politiques qui ont participé à ces gouvernements de coalition sur les 20 dernières années. J'y reviendrai dans un instant. Je vais prendre 5 exemples rapidement avant d'aborder comme 6e exemple cette loi visite domiciliaire qui porte fort mal son nom, parce qu'on pourrait appeler ça une loi perquisition, ce serait pareil. Mais je trouve que c'est important de rapidement, et pour ne pas épuiser mon temps de parole sur ces exemples-là, de situer d'où on vient et que cette dernière loi s'inscrit dans un cadre législatif plus large, où déjà depuis 2014, quand Theo Franken a pris en charge l'asile et l'immigration, j'avais fait l'inventaire de toutes les législations qu'il avait poussées au pas de charge à travers le Parlement, et où je te rejoins sur la séparation des pouvoirs. Non seulement le judiciaire est mis à mal par le sous-financement, et puis on dit voilà, il ne fonctionne plus, et puis on le rend dépendant financièrement pour en faire une administration, un SPF, comme tu as dit. Mais de l'autre côté, il y a le législatif qui de plus en plus est réduit à son simple rôle de voter les projets de loi du gouvernement, le doigt sur la couture du pantalon, et quand il ose se rebiffer, comme il a fait sur la loi des visites domiciliaires, où on a vu que des députés de la majorité, députés libéraux avaient des questions, ils trouvaient que ça allait quand même trop loin, ça pose problème et ça fait presque vaciller le gouvernement parce qu'il s'attendait à ce que ce projet de loi soit voté majorité contre opposition sans débat. Et là, c'est vraiment une responsabilité du Parlement, qui se plaint souvent d'ailleurs du manque de pouvoir qu'il a et face à cet exécutif hyper puissant qui a grandi ces dernières années. Eh bien, que le Parlement, que les députés prennent leur rôle à cœur, ils doivent contrôler l'exécutif, eh bien, et qui recalent le projet de loi visite domiciliaire pour montrer que cette séparation des pouvoirs, et ces pouvoirs qui se tiennent en équilibre, l'idée des Lumières de Montesquieu, ben, que ça fonctionne toujours et que c'est comme ça que ça doit être en démocratie. Premier exemple, c'est que le séjour illégal en Belgique est un délit. Et donc, c'est une infraction pénale d'être en séjour illégal en Belgique. C'est l'article 75 de la loi sur les étrangers, la loi de 1980. Depuis très longtemps, la Ligue des droits de l'homme demande la dépénalisation du séjour illégal, en disant qu'il y a suffisamment de mesures administratives jusqu'à la privation de liberté, j'y reviendrai, que pour intervenir et régler ces questions-là, pas besoin d'en faire une infraction pénale. On est justement dans une tendance où on pense qu'il ne faut pas poursuivre à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Pensons à tout le débat sur la dépénalisation du cannabis, par exemple. Eh bien, soulageons les tribunaux, les poursuites pour concentrer l'action de la répression publique sur les vrais crimes et délits. Pas besoin de pénaliser le fait de ne pas avoir le bon cachet sur le bon papier. On avait, avant les élections en 2014, invité tous les partis démocratiques à un débat à l'Université de Saint-Louis. Et tous les partis s'étaient plus ou moins prononcés pour la dépénalisation du séjour illégal. Même le MR était plutôt favorable pour cette dépénalisation du séjour irrégulier, du séjour illégal. Et après, quand il faut passer à l'acte, d'abord, c'est évidemment plus compliqué du côté flamand avec un parti nationaliste identitaire hyper puissant, j'ai nommé la NVA évidemment, mais quand il faut passer à l'acte, c'est toujours cette crainte en disant c'est un mauvais signal pour la population. Parce que
quand même le séjour illégal, etc. Et ça donne une impression qu'on serait laxiste en dépénalisant le séjour illégal. Alors qu'il suffit de faire preuve d'un peu de pédagogie pour expliquer qu'il n'y a pas besoin de pénaliser le séjour illégal et on pourrait enlever cette aberration de notre arsenal législatif pénal. L'enfermement. Je ne vais pas faire un cours d'histoire sur les centres fermés en Belgique, mais le premier centre fermé est né en 1989-1990 et l'idée du centre fermé donc, était que les détenus de droit commun qui avaient commis un crime et un délit, style un vol, un braquage, un meurtre, etc., qu'en bout de peine, s'ils n'étaient pas en séjour régulier en Belgique, il fallait pouvoir les expulser vers leur pays quand ils avaient purgé leur peine. Évidemment, si on les relâchait, on ouvrait la porte de la prison, forte chance qu'ils disparaissent dans la nature. Et donc le gouvernement de l'époque a créé un centre fermé pour transférer des prisons de peine, style Saint-Gilles, eh bien, vers un centre fermé en bord de piste de l'aéroport en attendant donc on les mettait à disposition du gouvernement en vue de leur expulsion. C'est là qu'est née l'idée des centres fermés. Ça fait du bien de le rappeler parce qu'on pense que ça a toujours fonctionné et que l'utilité des centres fermés, c'était pour ce qu'on en a fait maintenant, mais ce n'est pas vrai. On a mis d'abord des criminels en fond de peine là-dedans en vue de leur rapatriement, que des hommes. Et puis on y a rajouté des femmes en disant, ben, finalement, hein, il y a aussi des femmes qui commettent des crimes et délits, elles doivent pouvoir aller aussi dans les centres fermés. Et puis on s'est dit, diable, ça pose problème, ces femmes et ces hommes qui ont purgé leur peine, parfois ils ont aussi des enfants, et donc on y a rajouté des enfants dans les centres fermés, puis on y a même rajouté des enfants tout seuls, hein. Souvenez-vous, la petite Tabitha, ça a valu une condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme en 2006, on y a mis des enfants tout seuls, et puis on a opéré un mouvement inverse, en disant, ben, effectivement, on a peut-être été trop loin en mettant des enfants seuls dans les centres fermés, puis sous pression de tout le milieu associatif, la presse, des députés, des juges, on a finalement retiré les familles avec enfants des centres fermés. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Et on a toujours ces centres fermés comme ils fonctionnent actuellement pour des personnes en séjour irrégulier. Il suffit de pas avoir le bon cachet sur le bon papier et bardaf, vous êtes mis en prison en vue d'un éventuel rapatriement si possible. On a beaucoup parlé avec les Soudanais encore actuellement. Criminalisation, Theo Franken, c'est dans les cartons. Le Premier ministre vient de bloquer un petit peu le projet parce que le climat n'est pas mûr. Ça veut dire qu'ils ont déjà un peu trop chargé la barque avec la loi visite domiciliaire, avec l'histoire des Soudanais. Et le Premier ministre, vous avez peut-être vu ça dans la presse il y a une dizaine de jours, a dit que l'arrêté ministériel de Theo Franken, qui prévoyait de réintroduire des enfants dans les centres fermés, de réenfermer des enfants dans les centres fermés, dans les fameux pavillons familles qu'il a fait construire dans le jardin, entre guillemets, du centre fermé 127 bis et Caricole en bord de piste de l'aéroport de Zaventem, eh bien, le Premier ministre a dit, a tempérisé un petit peu parce qu'il se rend compte que le vent contraire, eh bien, ça fonctionne un peu trop bien actuellement sur la loi sur visite domiciliaire, et donc il veut attendre qu'il y ait un peu d'eau qui soit coulée sous les ponts. Eh bien, c'est une belle invitation pour dire continuons la mobilisation parce que ça fonctionne. On fait douter ce camp répressif, ce camp nationaliste identitaire avec des libéraux qui devraient se lever pour défendre les libertés et qui suivent comme des moutons ce parti nationaliste identitaire qui est en train de rogner les droits humains et les libertés fondamentales, eh bien, on n'enferme pas un enfant, point. C'est une campagne qui s'est lancée, qui est en train de prendre forme et il faudra être présent quand Theo Franken voudra réenfermer des familles avec enfants dans les centres fermés. Je pourrais aussi citer toute la législation sur la nationalité, tout le débat sur le retrait de nationalité. Les étrangers, criminels, même s'ils sont nés ici, eh bien, s'il y a une menace grave pour la sécurité nationale, ça c'est tout le cachet lutte contre le terrorisme, ou des faits criminels très graves qui sont commis, ça c'est dans la déclaration gouvernementale, c'était la petite touche NVA, ce n'est pas encore passé dans une législation, mais Yann Yambon a déjà dit qu'il voulait, alors qu'après les attentats, on a introduit dans notre législation un mécanisme de retrait de la nationalité belge pour des personnes condamnées pour fait de terrorisme ou appartenance à un groupe terroriste. Yann Yambon a déjà déclaré qu'il fallait pouvoir aller plus loin et que notamment l'auteur d'un crime grave, crime ou délit grave, devrait aussi pouvoir se voir retirer la nationalité belge. Et ça vise en particulier tous ceux qui ont la double nationalité, vu que moi qui n'ai
malheureusement pas la chance d'avoir une double nationalité qui n'en est qu'une, si la question se pose, jamais on pourrait me retirer la nationalité, vu qu'on ferait de moi un apatride. Par contre, tous les belgo-marocains ou les belgo-turcs qui ne peuvent pas en pratique perdre la nationalité de leurs parents, ou de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, eh bien, eux sont évidemment visés par ce type de législation. Et puis, on voit la tendance, c'est quoi commettre un crime grave ou un délit grave? Après tout, ne dit-on pas, il vole un œuf, vole un bœuf, et il faut quand même anticiper. Donc, un jour, pour un simple vol, on pourrait imaginer, et j'imagine que c'est ça qu'ils ont dans leur petite tête, envisager un retrait de nationalité pour quelqu'un qui a été condamné par le tribunal correctionnel. On peut même aller plus loin quand on voit, et c'est mon 4e exemple, la loi sur les expulsions, la fameuse loi expulsion, la loi déportation, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est Theo Franken qui a fait voter ça, évidemment avec l'aval du gouvernement, parce que quand on critique Theo Franken, en fait c'est l'action du gouvernement, avec tous les composantes, que ce soit les libéraux, mais aussi le CDNV, et toute la majorité qui au Parlement soutient ce type de législation, c'est toute personne d'origine étrangère, forcément, donc qui n'a pas la nationalité belge, mais qui a par exemple un séjour illimité, et même si elle est née en Belgique, et avec un droit de séjour illimité en Belgique, peut être expulsée si elle représente un trouble à l'ordre public ou une menace pour la sécurité nationale. Et donc un PV de police peut suffire, ou un rapport de la sûreté de l'État. De nouveau, estampillé lutte contre le terrorisme, lutte contre la criminalité, et vous avez déjà entendu comme moi Theo Franken avec son discours en disant qu'il doit lutter contre les criminels étrangers, et puis finalement le langage évolue en disant il faut lutter contre les étrangers criminels, et finalement c'est l'étranger, parce qu'il est étranger, parce qu'il est sans papier, qui est criminel. Et pour revenir à cette loi expulsion, et pour dire qu'il y a une tendance lourde qu'on observe, c'est que pour les plus anciens dans la salle comme moi, en 1996, rappelez-vous, le Vlaams Blok, qui en 2002 après a été condamné pour racisme et a changé de nom en Vlaams Belang pour garder les mêmes initiales, VB, le Vlaams Blok avait sorti un programme qui s'appelait le 70-puntenplan pour solutionner le problème ou la question des étrangers en Belgique. Et c'est ça qui avait justifié le cordon sanitaire, parce que en lisant ce 70-puntenplan, donc ce programme en 70 points, ça faisait hurler tous les démocrates en disant c'est absolument imbuvable, ça porte atteinte aux droits humains, aux libertés fondamentales, et donc cordon sanitaire pour empêcher qu'un parti ouvertement d'extrême droite comme ça participe au pouvoir, surtout dans notre fonctionnement de gouvernement de coalition. Et un des points, et c'est pour ça que je raconte ça, le point 48, prévoyait l'expulsion d'un étranger, même né en Belgique, en séjour illimité en Belgique. Le point 48 prévoyait son expulsion s'il était condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 6 mois de prison, peine définitive. Et c'est ce type de mesure-là notamment qui a justifié le cordon sanitaire et qui nous a fait hurler en disant « Non, on ne veut pas de ça ». C'est la réinstauration de la double peine. Aujourd'hui, ce que le gouvernement a fait passer en février 2017, c'est pire que le point 48 du 70-puntenplan, vu que la présomption d'innocence vole à la poubelle. Il ne faut même plus de condamnation à une peine de 6 mois de prison. Il suffit de constituer un trouble à l'ordre public ou une menace pour la sécurité nationale. Je n'aime pas ramener les choses à ma petite personne, mais un petit exemple vaut parfois mieux qu'un long discours. Certains s'en souviendront peut-être, il y a 1 an et demi, j'ai eu quelques petits déboires avec la police et je me suis fait arrêter place de la Bourse le 2 avril 2016. Il y a une plainte de la police contre moi pour rébellion, trouble à l'ordre public, menace envers la police, et cette plainte est prise au sérieux par le parquet. J'ai été auditionné en présence, en salle 12-3, toi tu sauras ce que ça veut dire que la peine qu'on risque, c'est plus d'1 an de prison et que donc, pendant l'audition, on peut être assisté par un avocat de son choix. Eh bien, si je n'avais pas la chance d'avoir la nationalité belge, mais si j'étais par exemple un Marocain en séjour illimité parce que mes parents sont venus dans les années 60, mais que pour une raison X, Y ou Z, ils n'avaient pas demandé la nationalité belge pour moi, que je n'avais qu'une nationalité, la marocaine, ben, je crois que je serais déjà hors du pays sur base de cette loi expulsion, parce qu'évidemment, il y a des PV de police, il y a même des plaintes de la police contre moi,
et je présente un trouble à l'ordre public, voire une menace pour la sécurité nationale, comme a dit Yambon, après l'action policière déjouée le soir de janvier, dimanche soir 21 janvier, où avec la plateforme citoyenne hébergement, on a déjoué une action de police. Et si on déjoue des actions de police qui font respecter la loi et l'ordre, c'est clairement qu'on constitue une menace pour la sécurité nationale. Ça montre, par cet exemple, l'absurdité de ce type de législation et les dérives possibles. Dernier exemple avant de passer vraiment à la loi visite domiciliaire. Vous avez peut-être entendu le nouveau ministre des classes moyennes, des PME et des indépendants, Daniel Ducarme, l'ancien chef de groupe MR au Parlement qui a remplacé Willy Borsu quand Willy Borsu est devenu ministre-président wallon. Et on oublie parfois, et lui aussi, sauf quand il s'agit de parler du sujet que je vais aborder, il est aussi ministre de l'intégration sociale. Et la première déclaration qu'il a faite sur cette compétence-là, c'était de dire qu'il allait lutter contre les abus dans l'aide médicale urgente. Parce que tous ces étrangers sans papier, tous ces sans-papiers qui abusent du système de l'aide médicale urgente, il faut absolument punir ça. Alors évidemment, monsieur et madame tout le monde qui entend ça derrière sa télévision se dit « Ah bah oui, en effet, il ne faut quand même pas qu'ils abusent du système », alors qu'il y a zéro preuve d'abus de système, que le système actuel, il fonctionne tant bien que mal, il est surtout trop lourd, avec un réquisitoire qui doit être présenté par le CPS, le médecin qui doit demander, la personne doit aller au CPS, et donc il n'y a certainement pas d'abus, hein, ça ne sert pas à faire de la chirurgie esthétique ou des soins de complaisance. Déjà. Pourtant, on criminalise ce sans-papier avec ce message-là. La loi sur les visites domiciliaires, premier point, l'historique de cette loi. Décembre 2014, Theo Franken annonce, il est secrétaire d'État Asile et Migration depuis 2 mois, il annonce que son administration lui demande la possibilité de faire des visites domiciliaires, de rentrer chez les sans-papiers sans mandat, parce que quand même, pour pouvoir les expulser, il faut pouvoir y aller sans mandat. Levée de bouclier dans le monde associatif, association de défense des droits humains, etc. Il dit, mais c'est mon administration qui me demande d'étudier ça. Et il bosse sur le sujet pendant 2 ans. Il présente ici, en décembre, au Parlement, ce projet de loi, avec ses collègues ministres de la Justice et ministres de l'Intérieur. Il n'a pas concerté les associations, personne n'a été concerté, ils ont travaillé là-dessus pendant 2 ans. Il y a 1 an, le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, avait lâché technique politique vieille comme le monde, un ballon d'essai, en disant, mais finalement, être sans papier, être en séjour illégal, c'est un délit continu. La différence, c'est si je prends le bic de mon voisin, de mon cher voisin, c'est un délit instantané. Le vol est consommé immédiatement. Mais par contre, si je suis en séjour illégal, c'est un délit continu, le délit continue dans la durée. Et donc, il y a cette thèse en droit pénal de dire, quand il y a un flagrant délit permanent, quand il y a un flagrant délit, la police peut rentrer chez vous sans mandat de perquisition. Et ici, Yann Yambon disait, mais c'est un flagrant délit permanent dans la durée, et donc pas besoin de mandat. Et finalement, le ministre de la Justice, c'est comme ça que vous avez peut-être lu dans le soir ce matin, qui dit encore, mais cette loi de visite domiciliaire, cette loi perquisition, c'est moi qui ai voulu l'intervention du juge d'instruction pour protéger le sans-papier, pour avoir cette garantie-là. Et donc typiquement, c'est très jésuitique, et on connaît M. Gaines, qui a grandi chez les jésuites et était toute son éducation scolaire chez les jésuites, de dire, mais finalement, c'est pour leur bien qu'on fait voter une loi comme ça, avec intervention du juge d'instruction. Alors, vaste blague, vous avez suivi les débats parlementaires, ce n'est pas seulement la Ligue des droits de l'homme ou la plateforme citoyenne d'hébergement, Mehdi Kassou, qui était aussi entendu au Parlement, qui ont dit pourquoi ça n'allait pas. Il y a les juges d'instruction qui sont venus dire pourquoi ça n'allait pas. Il y a les ordres des avocats qui sont venus dire pourquoi ça n'allait pas, à côté des autres acteurs classiques qui sont venus dénoncer les gros problèmes. C'est quoi le problème? C'est d'abord qu'on porte atteinte à la protection du domicile. Le domicile qui est protégé par la Constitution. On porte atteinte à la protection de la vie familiale et la vie privée, protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ce ne sont pas des droits absolus, comme par exemple l'interdiction de la torture, article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 qui protège le droit à la vie de famille et la vie privée,
il est prévu que l'État peut porter des ingérences à ce droit, mais ça doit être, un, prévu par la loi, ça c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent légiférer, faire une loi visite domiciliaire, mais deux, il faut que ce soit proportionnel à l'atteinte à ce droit fondamental. Et c'est là évidemment que le bas blesse, c'est que, et dans l'exposé des motifs de la loi, c'est mis, c'est que dans 5% des cas, ça pose problème. Le fait que le sans-papier n'ouvre pas la porte pose problème en vue d'une expulsion dans 5% des cas. Et donc pour régler 5% des cas qui poseraient problème, et j'utilise le conditionnel, on va par une loi générale porter atteinte à des principes constitutionnels, non seulement chez le sans-papier, mais en outre aussi chez un tiers qui l'hébergerait. Et alors on dit, mais il n'y a pas de problème, parce que il y a l'intervention du juge d'instruction qui, comme tu l'as expliqué, peut voir à charge et à décharge et avoir le contrôle de l'enquête et de voir si c'est nécessaire. Mais le problème, c'est que dans la manière dont la loi est rédigée, le rôle du juge d'instruction se transforme en juge d'instruction qui est obligé de mettre son cachet si les conditions sont réunies, à savoir que la personne est sans papier, que la personne n'a pas coopéré en vue de son expulsion, mais on ne dit pas ce que c'est coopérer, et si il se retranche dans un domicile, un bâtiment privé, et qui n'est donc pas accessible au public. Et dans ces conditions-là, le juge d'instruction doit signer le mandat de visite domiciliaire. Donc il a zéro marge de manœuvre, et c'est ce que encore le président d'avocat.be, donc l'ordre des barreaux francophones et germanophones, a dit début de semaine dans la presse, c'est de dire, et a appelé le Premier ministre en disant, parce que le Premier ministre dit qu'il va revoir, qu'il a repris la main, ce qui est assez exceptionnel pour être souligné, c'est de dire que c'est quand même Franken qui est désavoué, le Premier ministre a repris le dossier et va l'amender, en disant j'ai entendu les critiques, etc. Et le président des avocats a dit, si vous l'amendez, il faut que la personne puisse être assistée par un avocat d'emblée, qu'il y ait des vrais recours possibles pour cette loi de visite domiciliaire, notamment les chambres d'instruction. Il ne suffit pas à la marge, nettoyer un petit peu le texte de loi en disant les documents qui seront amenés ou les fouilles devront se dérouler dans telle ou telle condition. Et donc il faut que le gouvernement entende cette opposition par rapport à cette loi de visite domiciliaire, ce front peu commun qui va des associations de magistrats et des juges d'instruction jusqu'à des associations de défense des droits humains qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'intervenir ensemble. Donc ça, c'est évidemment une exigence. Alors, il faut aussi entendre la crainte de la plateforme citoyenne hébergement, où tous ces hébergeurs, ces 30 000 familles qui sont sur la plateforme Facebook, ces 5 000 familles qui hébergent plus d'une fois par semaine, ou 3 000 familles qui hébergent plus d'une fois par semaine des migrants chez eux, qui ont peur de voir la police débarquer chez eux. Même si, et c'est vrai, la loi ne permet pas en l'état d'aller chez des hébergeurs. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Office étranger ait le nom du sans-papier et le nom de la personne qui l'héberge, ce qui, avec le fonctionnement de la plateforme, n'est pas possible. Mais on imaginerait un sans-papier ou un migrant soudanais qui resterait plusieurs mois, comme ça s'est vu, chez le même hébergeur, notamment une hébergeuse qui est sortie dans la presse avec son histoire, elle est rédactrice en chef du magazine Marie-Claire, qui a eu une perquisition chez elle, dans le cadre d'un dossier traite des êtres humains, peu importe, où son numéro de téléphone avait apparu, elle l'a expliqué dans les journaux, donc je peux en parler. Mais tout ça s'inscrit dans ce climat où on fait peur aux citoyens qui hébergent, parce que cette solidarité inquiète le gouvernement, et il faut reconnaître que ça, le gouvernement ne l'a pas vu venir, cette solidarité, et ce sera mon mot de la fin de mon exposé, c'est que toute l'initiative de la plateforme citoyenne, qui, dans le cadre presque d'une démarche de désobéissance civile, quand au mois d'août, les migrants se faisaient arrêter par Maximilien, au petit matin, eh bien, il y a des volontaires qui sont venus encore un peu plus tôt pour les réveiller, pour éviter qu'ils se fassent arrêter. Et la police a changé son fusil d'épaule, ils sont venus plutôt le soir. Et puis est née finalement l'idée de faire dormir les migrants non plus dans le parc, mais chez des citoyens qui ouvraient les portes de leur maison. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Au début, la première nuit, je crois qu'ils en ont logé 8, et maintenant, ils en logent entre 400 et 450 chaque nuit. Et le message, et le gouvernement pendant 3 mois, 4 mois, vous n'avez jamais entendu le gouvernement parler de cette plateforme citoyenne hébergement. C'est seulement depuis janvier, et notamment l'action du dimanche 21 janvier, où tous les médias en ont parlé, en ce compris du côté flamand, que le gouvernement a été obligé de, alors qu'il savait évidemment que ça existait, mais d'en parler dans les médias et de dire
oui, on comprend que des citoyens veulent héberger des migrants, mais en fait, même si nous, on ne le ferait pas, hein, souvenez-vous, Yambon à la première, moi personnellement, je ne le ferais pas, mais ils pouvaient évidemment difficilement condamner cette solidarité, on en parle même à l'étranger, dans le New York Times, de cette particularité. Les migrants disent qu'il n'y a qu'en Belgique qui voient ça sur leur parcours à travers l'Europe. Mais le message, c'est quand même de criminaliser les hébergeurs, les citoyens solidaires, en disant vous facilitez finalement la commission de ce délit qui est toujours, et j'avais commencé par ça, ce délit de séjour illégal. Et il y a toute une série de dispositions légales qui permettent de mettre en œuvre cette criminalisation des mouvements citoyens qui ne plaisent pas à l'autorité. En un mot, les sanctions administratives communales votées par le gouvernement Di Rupo, c'était ça aussi, élargi par le gouvernement Di Rupo, c'était ça. Combien de manifestations non autorisées ou de rassemblements spontanés, eh bien, les personnes de solidarité, par exemple, se sont vues délivrer une SAC, une sanction administrative communale de 250 ou de 350 euros. Et donc, cette résistance qui s'organise à différents niveaux, les citoyens solidaires, mais aussi les autorités locales, police locale, Schaerbeek, police de Bruxelles, les deux bourgmestres, Claire Failly et Cloge, qui ont dit au fédéral, nous, on ne veut plus participer à ces actions de police qui ne servent à rien, qui servent qu'à chasser les sans-papiers du parc Maximilien ou de la gare du Nord, mais qui ne solutionnent rien sur le fond. C'est quand même incroyable de voir cette désobéissance d'un niveau du pouvoir par rapport au pouvoir fédéral qui justement voulait réquisitionner la police locale pour cette sale besogne. La résistance qui s'organise aussi à l'intérieur même de l'appareil de l'État, avec des lanceurs d'alerte qui alertent la plateforme citoyenne ou qui alertent la Ligue des droits de l'homme et qui ont permis de déjouer des actions policières de grande envergure, telles que celles qui étaient prévues le 21 janvier autour de la gare du Nord. Et donc, je crois que, et ce sera ma phrase de fin, c'est qu'on doit être très ferme pour rappeler et pour bien illustrer que la solidarité n'est pas un crime. En Belgique, il y a l'exception humanitaire, l'article 77 qui pénalise finalement le trafic et la traite des êtres humains, le fait de faciliter l'entrée, le séjour d'un sans-papier en Belgique, et qui prévoit donc une peine d'amende et de prison éventuellement. Et c'est normal, il faut lutter contre la traite et le trafic d'êtres humains évidemment, mais l'alinéa 2 de la loi dit que l'alinéa 1er ne s'applique pas si cette aide est apportée à titre principalement humanitaire. Évidemment, dans une loi, chaque mot a toute son importance. Le mot principalement est ici le mot principal, c'est de dire que ça ne doit pas être exclusivement humanitaire, ça peut même comporter un échange d'argent ou de services. Et donc, quand une personne me téléphone pour dire « moi j'ai un studio à louer, je crois que la famille qui veut le louer est sans papier, est-ce que je n'enfreins pas la loi si je le donne en location à cette famille de sans-papiers ?» Parce que, par solidarité, moi je suis prêt à fermer les yeux sur le fait qu'ils n'ont pas de papier. Ben non, évidemment, ce n'est pas illégal. Pourquoi? Parce que c'est à titre principalement humanitaire. Autre chose est, si vous louez l'appartement à 2 fois le prix du marché, là vous tombez sous la loi de traite des êtres humains et notamment les marchands de sommeil, parce que vous abusez de la situation précaire de la personne, mais sinon, vous pouvez donner en location l'appartement, la chambre, etc. Ou un hébergeur qui dit « moi j'héberge 2 Soudanais depuis une semaine, je suis un peu embêté, en fait quand je vais travailler, je reviens le soir, ils ont tondu la pelouse, ils ont préparé le souper, et est-ce qu'on pourrait dire que c'est du travail au noir et que c'est pénalement répréhensible et que j'enfreins la loi ?» Mais non, pas du tout. Ça reste à titre principalement humanitaire. Si en même temps, ils ont envie de rendre service pendant la journée quand vous travaillez, tant mieux pour vous, et c'est plutôt chouette. Mais le fait que le citoyen se pose la question, c'est qu'on a créé un climat où c'est rendu suspect, où on a criminalisé ce mouvement social, on a criminalisé cette solidarité, et donc c'est important de rappeler cette exception humanitaire que connaît la Belgique, surtout que je crois que dans la tête de certains au sein du gouvernement, ils aimeraient bien faire sauter ou durcir l'alinéa 2 de la loi, l'article 77 de la loi sur les étrangers. En France, par exemple, et parce qu'on m'a demandé de parler de la France, donc je rajoute une demi-phrase, l'exception humanitaire est moins large. C'est comme ça que Cédric Héroux,
se fait condamner par le tribunal correctionnel des Alpes, là, près de sud de la France, près de la frontière italienne, parce que la France, il y a une exigence que le sans-papier soit en situation de détresse. Et donc, la manière dont ils ont aidé, de la même manière que des citoyens aident ici, les migrants, eh bien, ils ont estimé que les conditions n'étaient pas toutes réunies, qu'il n'y avait pas une situation de détresse, etc. Et donc, leur exception humanitaire, qui a été introduit après, et comme quoi parfois un film, un dessin peuvent avoir plus d'impact qu'une longue plaidoirie. Pour ceux qui l'ont vu, le film Welcome avec Vincent Lindon a été projeté à l'Assemblée nationale en France il y a quelques années et a permis de changer la législation parce que la solidarité était encore plus réprimée à ce moment-là. Mais ils n'ont quand même pas été aussi loin que la législation belge qui était citée en exemple, parce que ça c'était un peu trop, et donc ils ont maintenu cet état de besoin, état de nécessité, alors qu'en Belgique, j'insiste, et là je termine vraiment, l'exception humanitaire protège toute cette solidarité et tous les citoyens solidaires. Merci. Mais je reprendrai en fait l'admonestation de M. Dessoif, vers quelle société on veut aller. En fait, ma démarche photographique a commencé dès 2015, ou trop tard déjà en 2015, quand il y a eu le camp Maximilien qui s'est installé au pied des grandes tours de Bruxelles. Et donc la démarche était partie un peu sur un coup de tête avec d'autres photographes de lancer un photo-atelier pour les réfugiés qui arrivaient là, des réfugiés essentiellement syriens et irakiens, pour qu'ils puissent emporter un souvenir du camp Maximilien. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que les réfugiés simplement voulaient raconter leur histoire. Et donc ça s'est développé dans le sens où il s'agissait de mettre des visages et des histoires face à une foule que l'on présentait comme compacte, envahissante et sans queue ni tête, si je puis dire. Donc, Refugees Bruxelles Welcome, donc qui est la page Facebook qui a été lancée suite à ça, c'était de vraiment montrer qui étaient ces réfugiés, qui étaient ces migrants perdus un peu dans la foule. Le projet aussi a pris sens à partir du moment où un réfugié irakien m'a dit « Cette photo, moi, je l'ai envoyée à ma mère. Et ma mère était à Mossoul et elle a vu que j'allais bien. » Ça a aussi pris du sens. Ça a aussi pris du sens quand un réfugié syrien m'a dit « Je m'appelle Abdullah, vous direz qui je suis et vous n'oublierez pas qui je suis. » Ça, c'est quand même le but de toutes ces vagues de solidarité, c'est se centrer autour de quelqu'un. On se bat pour une cause, mais cette cause a un nom et une individualité. Puis voilà, donc ça a pris de plus en plus d'ampleur, la page s'est étoffée, les témoignages sont accumulés, etc. Donc maintenant, je suis dans la démarche de m'interroger sur qui sont ces bénévoles, qui sont ces personnes qui prennent le risque d'héberger chez eux et donc d'ouvrir quelque part leur intimité à quelqu'un. Parce que ce n'est pas une démarche anodine que d'offrir une chambre, d'offrir un moment de partage ou pas, ou d'offrir simplement la sécurité à un sujet. Alors, il n'y a pas de portrait type de réfugié. C'est ça déjà la démarche de 2015 qui m'a induit à ça. Il n'y a que des complexités. C'est s'apercevoir que le monde musulman est fait de plusieurs tendances, qu'un civil est pris dans une tourmente qu'il ne comprend pas, etc. Donc moi, je posais clairement les questions qui fâchent. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hommes ici? Pourquoi est-ce que vous avez abandonné votre femme et vos enfants, etc. Et donc, petit à petit, donc, ces histoires qui se recueillent montrent que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, la même chose, qui sont ces bénévoles? Donc, ces bénévoles, ce n'est pas des islamo-bobos, gauchistes, bisounours, comme on entend, ils viennent de tous les milieux. Alors, il n'y a pas de portrait type, je dirais qu'au bout de 20, 30 rencontres avec les bénévoles, ce qui les fait vibrer, c'est quelque part quelque chose chez le migrant qui leur renvoie à leur propre histoire. Et donc ça, c'est toujours très touchant de dire, tiens, les résonances de mon histoire personnelle rentrent en résonance avec une certaine actualité. J'avais des grands-parents qui étaient juifs, j'avais des grands-parents qui ont été déportés, ça a été dit plusieurs fois, j'ai des grands-parents qui ont aidé à se cacher, moi, je dois renvoyer l'ascenseur. Moi, ça aurait pu être moi. Donc, c'est ça aussi, ce qui se joue dans, je dirais, cette empathie, c'est cette résonance tout à fait singulière. Donc, le migrant, ça pourrait être moi. Et donc,
si ça peut être moi, quand j'aide quelqu'un, quelque part, je m'aide moi aussi. Et donc, vraiment donc cette résonance, et puis, mais il y a aussi, et ça c'est peut-être une différence avec 2015, quand les bénévoles arrivaient sur le camp Maximilien en 2015, il y avait quelque part une démarche un peu paternaliste, un peu humanitaire, parce qu'on venait aider des familles. C'est vrai qu'on a vu des scènes qui étaient terribles, c'était aussi beaucoup de réfugiés de guerre. Ici, ça va plus loin. On parle vraiment de bénévoles qui s'inscrivent dans une démarche politique. Alors, qu'est-ce que la politique? Ce n'est pas un clivage gauche-droite, c'est plutôt donc un acte citoyen où je me bats pour des libertés fondamentales. Je me bats parce que j'ai une certaine idée de la démocratie. Je me bats parce que je ne me reconnais pas dans mon propre pays. Avec aussi cette espèce d'apport très dynamique où je dirais que cette lutte fait que le citoyen se sent connecté à d'autres aussi. Et ça, on oublie aussi, c'est que le mouvement citoyen, la plateforme citoyenne, etc., ça recrée du lien. Ça recrée des solidarités, ça recrée aussi une manière de redécouvrir son voisin. Et donc, c'est une bénévole qui me disait, tiens, je n'imaginais pas que ceux qui pourraient aider étaient aussi importants. Et donc, quelque part, oui, ça redonne un certain souffle. Alors, je dirais quand même que le danger aussi, c'est d'oublier pour qui on se bat. Et ça, à partir du moment où des bénévoles me disent, à partir du moment où les lois domiciliaires risquent de passer, moi je vais héberger, je tique. Je dis, non, n'oublie pas qu'il y a encore des gens au parc domicilien avant que ça passe ou pas. Donc ça, je voudrais quand même terminer sur ça, c'est la question, qui est le migrant, qui est le réfugié? Et ça, c'est vraiment sur quoi je veux insister. Le migrant, le réfugié, c'est un sujet. Ce n'est pas, c'est un corps qu'on met à l'abri, c'est un corps qu'on nourrit, c'est un corps qu'on met aussi en sécurité, mais aussi c'est quelqu'un qui mérite d'être souligné dans sa dignité. Et ça, c'est vraiment, donc, je répète, ma démarche, qui est justement d'extraire des histoires derrière les foules, mais c'est cette dignité qu'il faut vraiment souligner. Donc, je mènerai sur cette anecdote. Il y a une semaine, donc, j'étais à Paris. Il y a un camp à Jaurès, il y a un camp à La Chapelle. Les gens vivent dans des conditions absolument épouvantables. Et donc, un Afghan est venu me saluer. Il voulait me tendre la main. En fait, il ne me l'a pas fait. Il m'a tendu le bras. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Il m'a dit, je ne vous tendrai pas la main, je ne vous serrerai pas la main, parce que je n'ai pas eu l'occasion de me laver. Donc, c'est ça, la dignité du migrant. C'est se dire, je prends la peine de ne pas te salir, parce que je sais que je ne me suis pas lavé. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière toute notre démarche citoyenne, toute notre démarche de résistance, on le fait aussi pour quelqu'un, et quelque part aussi peut-être pour nous-mêmes. Voilà. Là, ici, vous voyez donc quelques slides, quelques photos qui ont été faites depuis... Ça, c'était à Dunkerque. À Dunkerque. Donc, c'est Il rêve, c'est assez ironique. Donc là, c'est Abdoul, qui est un réfugié, enfin un sans-papier plutôt afghan, qui se voit refuser ses papiers parce que chaque fois on lui dit que le Kaboul est tout à fait sûr. Et puis alors, septembre, ça commence quand la plateforme citoyenne est active mais n'a pas encore lancé la vague d'hébergement. Ben, les gens dormaient au parc avec le seul ciel comme protection. Manifestation du 13 janvier. Et voilà d'ailleurs, une bénévole à Paris. Ça pourrait être à Bruxelles s'il n'y avait pas tous ces mouvements citoyens. Quand on dit que Calais n'existe pas à Bruxelles, ça pourrait. Encore une bénévole, elle s'occupe d'enfants, essentiellement. Une hébergeuse. Petit berger. Il en a pris 4 hier soir, je pense. Et voilà, ça peut-être que je terminerai sur ça. Une des histoires les plus touchantes. Elle m'a montré des photos de son père, en fait, qui était parti, qui s'est engagé à la Première Guerre mondiale quand il avait 17 ans. Donc, elle m'a montré donc vraiment des photos de son papa très jeune. Elle m'a dit, mais moi, quand je vois les jeunes qui arrivent
actuellement de pays en guerre et qui ont l'âge de mon père, je ne peux faire que les protéger. Voilà, je vous remercie. Sur la hiérarchisation des sources du droit, alors, il y a les droits qui nous ont semblé, quand je dis nous, c'est plutôt nos ancêtres, à ce point important, c'est qu'on les a coulés dans la Constitution. Quand je dis couler dans la Constitution, ce n'est pas les noyer dans la Constitution, c'est vraiment les couler, les graver dans le marbre de la Constitution, et qu'on a voulu bétonner, parce que pour les modifier, il faut du coup des majorités spéciales de 2/3 du Parlement, donc pas une majorité simple, majorité contre opposition, non, il faut... L'idée, c'est on veut que ça ne se change pas au gré des majorités qui changeraient. Il faut une majorité beaucoup plus large, de 2/3 par exemple, en ce compris une majorité dans chaque rôle linguistique. C'est important. Il faut savoir, pour faire un peu de politique, qu'aujourd'hui, il y a un parti francophone et 3 partis flamands. Le parti francophone ne représente que 1/4 des votes des députés dans le groupe linguistique francophone. S'ils veulent changer la Constitution, ils ont besoin de plus de la moitié des députés francophones, plus de la moitié des députés flamands, et ensemble, il faut que ça fasse 2/3. J'ai envie de dire ouf, parce que sinon, je ne donnerais pas cher de plusieurs articles constitutionnels qui seraient modifiés sous l'impulsion de ce parti nationaliste identitaire qui veut en plus la fin de la Belgique. Et donc, heureusement qu'il y a ces verrous et qui sont pour des textes qui nous paraissent à ce point importants. Constitution, ou alors des traités internationaux que la Belgique a ratifiés, a souscrit, a signé, a ratifié. Et le plus important, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, mais il y en a d'autres. La Convention torture, par exemple, avec dans son article 3 le principe du non-refoulement. On en a beaucoup parlé pour les refoulements des migrants vers le Soudan et le risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait qu'ils puissent subir des tortures, des traitements inhumains et dégradants au Soudan. Ces obligations-là de la Convention européenne des droits de l'homme, ça prime sur le droit national. Donc, devant une juridiction, et on a parlé de la séparation des pouvoirs tout à l'heure, si on invoque une règle supérieure tirée de la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, le juge est tenu d'appliquer la règle de la Convention européenne des droits de l'homme et d'écarter la loi nationale qui serait contraire. En plus, on a ce mécanisme de la Cour constitutionnelle, qui est la Cour qui doit vérifier la constitutionnalité de toutes les législations suivantes qui sont prises. Est-ce que ça respecte la Constitution, oui ou non? C'est comme ça que la loi expulsion dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, on a saisi la Cour constitutionnelle en disant c'est contraire à la Constitution. La question qui se pose, c'est d'abord qu'il faut 1 an à 2 ans avant que la Cour constitutionnelle rende son arrêt. Et deuxièmement, la composition de la Cour constitutionnelle, même si on ne peut jamais critiquer en tant qu'avocat les cours et tribunaux, je pose juste la question, c'est que la composition de la Cour, c'est pour moitié des anciens politiques qui sont envoyés par leur parti et pour moitié des anciens magistrats qui terminent leur carrière à la Cour constitutionnelle. Ils sont 12 ou 13, je crois 12 magistrats à la Cour constitutionnelle. La composition montre que parfois, l'origine des personnes peut avoir son rôle dans l'élaboration des arrêts. Voilà, je vais le dire comme ça. Et donc, je ne suis pas entièrement rassuré. Idem pour la Cour européenne des droits de l'homme. Chaque pays envoie un juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les juges ne sont pas nécessairement aussi bons que notre ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, Françoise Tulkens, qui était ancienne présidente de la Ligue des droits de l'homme, j'aime bien le rappeler, dans les années 90. Et donc, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas toujours dénués de réflexes de juges qui sont confrontés. Moi, j'imagine, par exemple, le juge hongrois que Orban, je prends ça comme exemple, et j'utilise des pincettes, est-ce qu'il sera aussi ouvert que, par exemple, Françoise Tulkens pouvait l'être confronté à un dossier? Donc ça, c'est vraiment des questions qui se posent. Voilà, j'ai pris la première. Je ne peux pas m'empêcher de parler de la deuxième, la dérive autoritaire ou autre chose. Je ne sais pas ce que la personne voulait entendre par autre chose. Je pense que oui, qu'il y a une dérive autoritaire parce que
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre société. La parole utilisée par les responsables politiques, et c'est une tendance partout dans le monde, et il ne faut pas évoquer Trump pour dire ça. Déjà Sarkozy à l'époque, quand il utilisait des mots comme qu'il allait nettoyer les quartiers au Karcher, quand on a des responsables politiques comme Jan Jambon qui disent qu'après les attentats, il y avait des musulmans qui dansaient dans les rues, quand on a Theo Franken qui dit qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à l'immigration, à la communauté maghrébine, il ne faut pas s'étonner que le citoyen, monsieur et madame tout le monde derrière sa télé, se sent autorisé à lui-même sortir des phrases racistes, vu qu'il est conforté dans l'idée, je parle comme le ministre finalement, le ministre le dit, pourquoi moi je ne pourrais pas le dire? Et donc, tout un discours qui était cantonné aux arrière-salles de café, de gens qui avaient un peu trop bu et qui se lâchaient, maintenant, c'est un discours assumé et c'est la responsabilité des populistes. Et alors, c'est l'œuf ou la poule. Les ministres ou les responsables politiques populistes disent « oui, mais c'est une demande qui vient de la population et il faut pouvoir entendre ça », mais ils l'ont eux-mêmes alimenté avec des discours où ils ont ouvert les vannes et où finalement tout le monde ouvre les vannes. Et quand la plateforme citoyenne, notamment, a assisté à différentes arrestations de migrants près du parc Maximilien, Mehdi Kassou racontait au mois de janvier, il y a eu un événement où les policiers ont été très violents avec des jeunes migrants, plaqués au sol, etc. Des volontaires, dont Mehdi, sont intervenus. Et Mehdi a voulu demander au policier qui était visiblement en charge de l'opération son nom pour pouvoir l'identifier, éventuellement déposer une plainte ou contacter la hiérarchie. Le policier a répondu Jan Jambon. Hein? Et donc, ça montre aussi que au sein des forces de police, alors que là on parlait de violence policière, donc illégale, il y a une volonté, ou en tout cas une conscience d'impunité qui s'installe, et de toute façon, Jan Jambon est avec nous, donc on ose se lâcher. Alors que justement, le rôle du ministre qui a la police sous ses ordres devrait justement être de dire pas de violence policière, et que si jamais il y a des dérives, eh bien le ministre soit le premier pour les dénoncer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, des actions comme celles qui se sont passées à Globe Aroma, avec action conjointe de la police et l'inspection sociale, où tout le monde a dû mettre les mains sur la tête, il y en a plusieurs qui ont été menottés, etc. Ces démonstrations de force, moi je ne crois pas au hasard, je pense qu'il y a quelques années, ça ne se serait pas passé de cette manière-là, mais aujourd'hui, les services de police qui ont participé à cette action se sont dit qu'ils ont main libre, quoi. Ils peuvent y aller parce qu'ils savent que de toute façon, au-dessus, Jan Jambon, on les couvre. Et donc, je crois bien que c'est une dérive autoritaire où tout le monde se croit autorisé à y aller vraiment parce que c'est le signal qui est donné d'en haut. Quand je dis tout le monde, c'est les services de police, etc. Et que c'est le climat ambiant. Sinon, il faut qu'on m'explique ce qu'on voulait dire par autre chose. Mais... Je n'étais pas consciente qu'il y avait des centres qui fermaient, mais je voudrais effectivement avoir des précisions sur le statut qui leur est réservé, le traitement qui leur est réservé et quel est leur espoir à ces jeunes-là, quoi. Je voudrais partir du point intervention à Globe Aroma et d'une réaction que j'ai lue dans une publication néerlandophone majoritairement à Bruxelles qui est Breuse, avec une intervention d'un avocat qui s'appelle Fernand Keulener, dans lequel je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, donc je vous invite tous et toutes à le faire, même si c'est en néerlandais, où il dit en titre « Cultuursector is geen rechtsvrije ruimte ». Le secteur culturel n'est pas un espace, en français plus clair, de non-droit. Et donc il évoque, évidemment, vous devinez le sens de son intervention. Et je crois que tout ça c'est un exemple, mais les trois facettes sont le reflet d'une dérive autoritaire, j'en suis bien convaincu, mais aussi de ce que j'appellerais, à la différence de la France, qui met l'Imaginot à l'entrée, vous n'entrerez pas. Il met l'Imaginot à l'envers, à la sortie, vous ne sortirez pas vers la Grande-Bretagne. Donc, la Belgique crée une logique d'insécurisation à peu près, le gouvernement belge en tout cas, la plus vaste possible. Où que vous soyez, vous ne serez pas en sécurité, quels que soient vos droits. Je termine sur le point, c'est que Globe Aroma pose un problème, c'est un des responsables de l'association des centres culturels, pose problème par rapport à l'ensemble des activités, je cite,
les ateliers des centres culturels, il y a des gens qui viennent, les actions des centres d'expression et de créativité, et du côté néerlandophone pour les actions, les activités des gemeenschapscentra. Et donc là, on est dans une dérive, effectivement, qui pour moi est au-delà de l'autorité, une dérive autoritaire qui est une menace grave au fonctionnement démocratique du pays. Je me lance les MENA, mineurs étrangers non accompagnés. Donc, ils ont un statut particulier, c'était le résultat d'un long combat avec un système de tutelle organisé par le ministère de la Justice. Un tuteur est désigné pour l'accompagnement administratif, social du jeune, le fait qu'il puisse faire valoir ses droits. Il y a des centres d'accueil, d'hébergement pour les MENA, notamment il y en a un à Nederover-Beek. Donc ils ne sont pas enfermés, ils ne sont plus enfermés. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de dire qu'il fut un temps où on mettait les MENA en centre fermé, ils n'y sont plus. Attention, il y a le risque qu'on puisse les y remettre. Et alors il y a la grande question, je ne veux pas être trop long sur cette question des MENA, mais le gros problème qui se pose, c'est que quand il y a un jeune Soudanais qui se présente et qui est au parc Maximilien et qui dit je viens du Soudan, j'ai 17 ans, l'office étranger ne va pas le croire, il va se dire celui-là il triche, il a sûrement 19 ans, et donc on va lui soumettre un test médical pour voir s'il est vraiment mineur ou pas, un test osseux, je crois qu'il y a un triple test qui est fort critiqué par des spécialistes parce qu'il y a 10 à 15% de marge d'erreur, c'est-à-dire que si on dit qu'il a 17 ans et que l'office étranger dit non, il a 20 ans, les deux peuvent avoir raison. Donc on n'en sait strictement rien et que c'est rare dans ce cas-là que le doute bénéficie au MENA. Et donc souvent on retrouve parce que si l'office étranger dit qu'il est majeur, il n'y a plus rien qui empêche son enfermement dans un centre fermé pour adultes. Or, voilà, il se fait que mon fils qui a 15 ans maintenant a l'air d'en avoir 12, avec une tête de gamin et il n'a pas encore eu sa croissance, et qu'un garçon de 15 ans qui vient du Soudan et qui a déjà eu sa phase de croissance a l'air d'en avoir 20. C'est la nature qui est ainsi faite. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent, et c'est vraiment dénoncé par les associations qui suivent les MENA, c'est de dire que ces tests médicaux ne sont pas crédibles. Or c'est évidemment capital de dire s'il est mineur ou pas, parce que s'il est mineur, il a un droit de séjour en Belgique à tout le moins jusqu'à sa majorité, voire il peut faire valoir des droits au-delà. S'il est majeur, il peut se retrouver en centre fermé et être expulsé comme un malpropre. Donc c'est évidemment capital. Et par exemple, on n'en a pas parlé, mais le règlement Dublin, dont le gouvernement fait abondamment usage, quand Charles Michel dit « Mon message aux migrants, demandez l'asile », c'est un cynisme sans fin, parce qu'on sait bien que les autorités belges font systématiquement application du règlement Dublin, qui comporte dans l'article 13 une faculté de renvoi vers le premier pays d'entrée. Et donc Théo Franken-Derrière est déjà en train de se frotter les mains, nombre de personnes qu'il pourra renvoyer vers l'Italie, parce qu'ils sont quasiment tous rentrés par l'Italie. Et la Grèce, les premiers pays d'entrée, et accessoirement l'Espagne. Mais donc, un mineur, donc si les hébergeurs entendent quelqu'un ou accueillent un mineur, le règlement Dublin ne s'applique pas aux mineurs. Donc la Belgique est obligée alors de traiter la demande d'asile. C'est évidemment capital, d'où aussi l'office étranger qui fait du zèle pour essayer de démontrer médicalement qu'il n'est pas mineur, mais qu'il a peut-être 18 ans et demi ou surtout 20 ans, parce que comme ça, ils essayent d'être juste au-dessus de la marge d'erreur. Voilà. Alors, sur Globe Aroma, je lis Breuse chaque semaine, je le reçois à la maison, c'est un bon journal. Fernand Keulenaar est un avocat qui, du côté néerlandophone, a souvent des opinions très éclairées, mais très conservateur. Par exemple, toutes les lois, législation, euthanasie, bioéthique, etc., c'est un archi-conservateur. Et donc, c'est vraiment du conservatisme à l'ancienne. Et pour lui, effectivement, il n'y a pas de raison qu'un centre culturel soit une zone hors de la dure réalité, duralex sed lex, alors que justement, les centres culturels qui ont reçu une mission légale d'intégration des étrangers, des primo-arrivants, et où on se dit l'intégration dans notre société belge, ça passe si possible par le travail, ça reste le meilleur moyen d'intégration, mais aussi par la culture, la participation à des ateliers, des activités culturelles, et donc des mouvements plus progressistes, dont la Ligue des droits de l'homme fait partie, on se dit, non, justement, il faudrait un système presque de zones franches ou de zones immunisées contre... Voilà, pardon ?
Sanctuariser, tout à fait. Comme on l'a réclamé, par exemple, pour les commissariats de police. Un sans-papier ou une sans-papier qui vient, par exemple, déposer une plainte pour violence conjugale, on a vu, et ce n'est pas inventé, qu'elle fait sa déclaration, elle a un certificat médical, elle a encore l'œil au beurre noir, et à la fin de son audition, c'est elle qui se fait arrêter parce qu'elle est sans papier, et le compagnon violent qui peut sortir la tête haute du commissariat. Là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc, quand le sans-papier va, parce que c'est un être humain, il a des droits, n'en déplaise à certains, notamment la Convention européenne des droits de l'homme qui s'applique sur tout le territoire belge, indépendamment de sa situation de séjour, eh bien, que quand elle fait la démarche d'aller déposer plainte au commissariat, elle ne risque pas d'être arrêtée, parce que sinon le réflexe c'est quoi? C'est qu'elle n'ira plus déposer plainte au commissariat et qu'elle ne pourra pas être protégée. Et donc il faut des espaces sanctuarisés, le commissariat quand on vient déposer une plainte, même si on est sans papier, que quand on fait une activité dans un centre culturel, etc., on ne vienne pas chasser le sans-papier là-bas, comme on a décrété aussi que, ce qui se faisait pourtant sous les ministres socialistes Johan van der Lanotte et Louis Tobak, qu'on n'aille plus chercher les enfants à l'école, dans la classe d'école où deux policiers venaient, et on va chercher le petit Alban parce qu'il est d'origine albanaise, sans papier, et que face aux 20 copains de classe, les deux policiers venaient le chercher et il partait rejoindre ses parents en centre fermé, ou pire, on l'emmenait au commissariat et on disait aux parents qui ne voulaient évidemment pas venir volontairement, si vous voulez récupérer votre enfant, venez, et puis toute la famille était transférée en centre fermé. Et finalement, on a arrêté cette pratique-là en disant que l'école doit être un lieu sanctuarisé, parce que non seulement c'est traumatisant pour le petit sans-papier, mais ça traumatise 19 copains de classe qui pensent qu'ils ne seront plus à l'aise non plus sur les bancs de l'école. Et donc, contrairement à Fernand Keulener, je dirais, eh bien non, il y a des endroits où on ne chasse pas, on ne fait pas de chasse à l'homme, sous prétexte que la personne n'a pas de bon cachet sur le bon papier. Et ce n'est pas du tout question de dire c'est des zones hors droit. Parce que moi, ça me fait rire quand j'entends des discours, encore le Premier ministre qui dit l'état de droit. Est-ce que vous avez déjà vu? Il ne fait plus une interview depuis début janvier où ils ont tellement été mis à mal par les plus hautes juridictions. Khalil nous parlait de la séparation des pouvoirs et des cours qui fonctionnent. La Cour de cassation, le Conseil du contentieux des étrangers, qui à chaque fois tapé sur les doigts du gouvernement en disant « vous n'avez pas respecté la Convention européenne des droits de l'homme, vous n'avez pas respecté la loi sur les étrangers, etc. » dans le dossier des Soudanais. Et donc, ils se sont fait taper sur les doigts pour non-respect de l'état de droit. Eh bien, il n'y a plus une interview où Charles Michel ne parle pas justement qu'il agit dans le cadre de l'état de droit. Comme si, à force de le répéter, on serait obligé de le croire. Mais c'est efficace comme méthode. C'est sûrement son chargé de com, qui est un ancien journaliste d'RTL TVI, qui lui a soufflé ça à l'oreille. À force de répéter un message, il finit par rentrer dans l'oreille du téléspectateur et les gens se disent « Ah ben oui, il a raison, il agit dans le cadre de l'état de droit et c'est quoi ces gauchistes qui s'excitent et qui lui reprochent chaque fois c'est jamais bien pour eux alors que lui, il a une politique ferme et humaine et qu'il agit dans le cadre de l'état de droit ?» Eh bien non, il n'agit pas dans l'état de droit, dans le cadre de l'état de droit, parce qu'il y a ces juridictions justement qui le démontrent avec des décisions qui condamnent la Belgique, qui le prouvent qu'ils ne sont pas dans l'état de droit et que c'est bien ça le problème. Les conflits internes de la police, et je termine par là. Oui, moi je crois qu'il y a effectivement, et je me souviens d'un journaliste de Belga qui avait eu des contacts avec la police, des policiers, qui disaient qu'ils ne voulaient plus participer aux actions du parc Maximilien parce qu'ils se disaient à quoi ça rime ce qu'on nous fait faire. Maintenant, il paraît que les actions de la police au parc Maximilien, c'est que des volontaires qui le font. Pas toujours mieux parce que ça veut dire qu'ils veulent vraiment être là et que c'est ceux qui disent, qui répondent alors à la plateforme citoyenne que leur nom c'est Yann Yambon évidemment. Donc on n'a plus que les purs et durs. Mais le fait qu'il y ait des policiers qui refusent de participer à ces actions-là et des polices locales qui au niveau de leur direction disent à la police fédérale on ne peut plus y participer, qui sont couverts par leur bourgmestre, c'est énorme quoi. C'est le message, c'est une baffe, une gifle pour le gouvernement fédéral, pour Yann Yambon. Ils font semblant de ne pas la sentir et que ce n'est pas grave. Mais si, après le 21 janvier, l'action policière qui était prévue autour de la gare du Nord et au parc Maximilien, qui a été déjouée par cette chaîne humaine, souvenez-vous, pour ne pas perdre la face, Yann Yambon, le lendemain, son porte-parole a dit « Nous avons déplacé l'action policière sur le réseau ferroviaire et nous avons arrêté 17 illégaux. Ça confirmait que l'action policière du 21 janvier était bien prévue.
alors que le lendemain, Yann Yambon est venu dire à Thomas Gadisseux sur la première, je ne communique jamais sur des actions policières, et ce que De Soif de la Ligue des droits de l'homme dit, je ne sais pas si c'est basé sur des faits réels ou si c'est purement tactique. Sous-entendu, on aurait inventé cette action policière du 21 janvier pour nous faire mousser ou pour créer le buzz. Donc c'est faux, son porte-parole, il doit mieux se concerter avec son porte-parole. Son porte-parole qui, le lendemain matin, le lundi, a dit « nous avons déplacé sur le réseau ferroviaire ». Alors il faut décoder l'information. Déplacé sur le réseau ferroviaire, les informations que nous avons, c'est qu'ils n'avaient plus les moyens de faire l'action policière en dehors de la gare. Ils ne pouvaient compter que sur la police des chemins de fer. Et donc ils étaient bien obligés de faire l'action sur les chemins de fer. Ils ont arrêté 17 personnes. Ils ont communiqué pour dire, le message c'est, on était quand même efficace, on a arrêté 17 personnes. En fait, une personne a été relâchée immédiatement, et sur les 16 qui restaient, 2 ou 3, peut-être 3 personnes ont été placées en centre fermé, je ne sais pas si elles y sont encore, 3 personnes ont été placées en centre fermé, et 13 ont été relâchées immédiatement par les services de l'Office des étrangers. Donc, on voit aussi qu'il y a une guerre de communication pour ne pas perdre la face, pour essayer de surmonter cette vraiment grande nouvelle situation où des niveaux de pouvoir ne veulent plus collaborer avec le niveau de pouvoir fédéral parce qu'ils estiment que ça ne solutionne rien, que ça fait que chasser le problème, alors au lieu de le solutionner. Et toutes les informations que nous avons reçues qui venaient de l'intérieur de l'appareil de l'État venaient de différents endroits. Et donc ça montre que cette résistance, elle est présente à différents endroits au cœur même de l'appareil de l'État. Et on peut difficilement en dire plus, sous peine évidemment de dévoiler les lanceurs d'alerte. Mais c'est un signal fort à côté, celui de cette non-collaboration des pouvoirs locaux, évidemment. Et ça montre qu'il y a quelque chose de pourri au sein de cet appareil répressif de l'État, où on fait cette politique non pas pour solutionner le problème, mais pour l'évacuer ou pour créer un climat, pour rendre la Belgique moins attractive et de se débarrasser des migrants plutôt vers les pays voisins. Quand Calais a été démantelé l'année passée, il y avait en Belgique une réserve policière qui avait été affectée au plan Canal lutte contre le terrorisme cher à Yann Yambon. Tous ces policiers du plan Canal n'étaient tout à coup plus indispensables à Bruxelles. Il les a tous envoyés vers La Panne pour sécuriser la frontière belge, pour éviter surtout que les migrants viennent ici. Et donc, c'est le phénomène NIMBY, hein, not in my backyard, et on fait tout pour éviter que les migrants viennent en Belgique. On veut envoyer un signal. C'était ça aussi les quotas d'arrestation en septembre. Pendant 10 jours, entre 20 et 30 personnes à arrêter, plus le 21 septembre, une grande action policière, surtout Bruxelles, où ils veulent arrêter 250 personnes. Finalement, un vent favorable nous a envoyé le PV de la réunion de police du 4 septembre qui a élaboré ces quotas. Il y a eu des questions parlementaires. Yann Yambon a dit non, ce n'est pas des quotas de minimum de personnes à arrêter, c'est des maximums de personnes à arrêter parce que la capacité de l'Office des étrangers, c'est de gérer entre 20 et 30 personnes. On ne sait pas arrêter plus de monde. Il n'a jamais répondu à la question en disant mais alors comment vous justifiez que sur le PV, il a mis la grande action sur tout Bruxelles le 21 septembre, nombre de personnes à arrêter, 2 points, 250 personnes, parce que ça, ce n'est pas une capacité de traitement du nombre de personnes à arrêter, c'est la preuve noir sur blanc qu'il y avait des quotas et qu'on veut envoyer un signal pour rendre Bruxelles moins attractif sur la route migratoire vers l'Angleterre. Confronté à ça, au Parlement, jamais eu de réponse, et donc on a un ministre qui ment au Parlement. Je l'ai dit, je le répète, à la fac de droit, on apprend qu'un ministre qui ment au Parlement n'est plus en état de fonctionner parce que le Parlement ne peut plus effectuer le contrôle de l'exécutif, etc. Je vais être trop long si je continue là-dessus. Mais ça montre qu'il y a un vrai problème et que quand je dis qu'il y a quelque chose de pourri au sein de cet exécutif qui est omnibulé par son appareil sécuritaire et cette volonté... Theo Franken, après tout, il a failli faire tomber le gouvernement pour renvoyer 9 Soudanais chez eux, dans une des pires dictatures au monde, dans son obsession de nettoyer le parc Maximilien, pour reprendre le terme qu'il a utilisé. Je ne sais pas quels ingrédients sont présents pour arriver tellement, en flamand on dirait overmoedig, hein, ils sont tellement sûrs d'eux et qu'ils veulent tellement satisfaire leur achterban, leur base électorale, etc., envoyer un message dur, qu'ils prennent des risques non mesurés, et notamment ils violent la Convention européenne des droits de l'homme, ils ne respectent pas l'article 3, pour 9 personnes qui n'allaient pas changer la face de la Belgique ni la face du monde, si
on avait tout simplement permis qu'ils demandent l'asile en Belgique ou qu'on avait vérifié avant de les renvoyer s'ils couraient un risque de violation de l'article 3. Non. Mais il fallait envoyer ce message, poser fièrement à côté de l'ambassadeur du Soudan pour organiser cette mission d'identification. Et le rapport du commissariat général aux réfugiés, de nouveau, le gouvernement en a une lecture orientée en disant qu'il n'y a pas de faute qui est reprochée au gouvernement. Non, le commissaire général aux réfugiés dit que pour une mission d'identification, ça peut être mis en place, mais moyennant telle et telle et telle et telle et telle condition qui n'étaient pas réunies quand le gouvernement a fait appel à la mission d'identification soudanaise. Et donc, c'est un désaveu pour le gouvernement. Ils ont une lecture orientée en disant pas de faute et on continue et on va un petit peu, pour l'avenir, à la marge, introduire des sécurités, une commission qui va faire le suivi des rapatriements, etc. Non, tant pour la mission d'identification que pour le non-respect du check article 3 avant de renvoyer quelqu'un, le rapport du CGRA est un désaveu de la politique menée par le gouvernement entre septembre et janvier. Point on the lane. Et on prend encore 3 dernières questions dans le public. Il nous reste royalement 15 minutes. Hein. Voilà. Je vais intervenir très très rapidement. D'abord sur Globaroma, donc sur ce qui s'est passé. Là, c'est via une autre casquette que je peux peut-être un peu mieux m'exprimer là-dessus. Tout d'abord, la première des choses, c'est qu'il ne s'agit pas d'un contrôle de sans-papiers. La première des choses, ce qui s'est passé à Globaroma est intégré dans le cadre du plan Canal. Il faut toujours le rappeler. Et dans le cadre du plan Canal, il y a un volet prévention et il y avait un accord qui avait été fait notamment avec le parquet et avec le fédéral, qui a fait suite notamment aux fameuses perquisitions, vous en avez peut-être entendu parler, qui ont eu lieu à Molenbeek-Saint-Jean, où des policiers en armes sont entrés dans une école d'arabe où il y avait simplement quelques petites quêtes là-dedans, parce que soi-disant il y avait des terroristes dans cette école, alors que c'est des enfants qui apprenaient et qui avaient des cours d'arabe. Et donc dans ce cadre-là, il y a eu un protocole d'accord qui était de dire, la première des choses, c'est qu'effectivement dans le cadre du volet prévention du plan Canal, on peut faire une chose, c'est on peut aller vérifier ce qui se passe avec les forces de police, avec éventuellement l'auditorat du travail et ainsi de suite. Mais, première condition, pas en uniforme et pas en armes. Deuxième condition, en dehors des heures des publics de ces associations qui sont subsidiées et contrôlées par les pouvoirs subsidiants. Et troisième chose, dans le cadre du plan Canal, ça n'est pas vérifier la situation administrative individuelle des gens, c'est déterminer quels sont les financements, donc vérifier les comptes, déterminer les personnes qui y travaillent, voir si les cotisations de sécurité sociale sont payées, et ainsi de suite, et aucunement aller en armes pendant les heures de visite, vérifier la situation administrative des gens et embarquer des personnes et en violenter ou en molester d'autres. Donc ça, c'est la première des précisions qui doit être faite. Ça a été fait en dehors du cadre qui a été défini, alors que cette association Globaroma est subsidiée par les pouvoirs publics, la ville de Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, parce qu'il y a un enjeu fondamental là-dedans, c'est de pouvoir intégrer tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la ville et de la région par la culture et par l'art. Et donc, c'est un enjeu fondamental, peu importe finalement la situation administrative du public qui y va. Première des choses. La deuxième des choses, on est au PAC ici, et au PAC, on fait de l'éducation permanente, et l'éducation permanente, ça a aussi pour objet, je pense, de lutter un peu contre ce qu'on appelle, de manière un peu vulgaire, mais la domination culturelle. Dans le cadre de la domination culturelle, je pense qu'il y a aussi, il faut faire attention, si on estime être d'une obédience idéologique ou philosophique, aux termes que l'on utilise. On en entend beaucoup, j'en ai entendu un, zone de non-droit. C'est un mot qui revient souvent, je me refuse à l'utiliser. Il n'y a pas aujourd'hui, je pense, à Bruxelles, de zone de non-droit. Pas plus à l'avenue Stalingrad qu'à la Bourse, que dans la SBL Globaroma. Et donc je ne vois pas pourquoi nous devrions, dans notre vocabulaire, répéter le mot, le terme, zone de non-droit et faire écho à ce terme qui n'existe pas à Bruxelles. Et pourtant je me balade partout, et je n'en connais pas. Si quelqu'un en connaît, qu'il me l'indique. Autre terme que je n'aime pas, je sais on l'a utilisé beaucoup aujourd'hui, c'est le mot migrant. Je ne l'utilise jamais dans mon vocabulaire. Parce que migrant fait une différence entre eux et nous, en fait, simplement. Moi, le vocabulaire que je retiens, c'est le vocabulaire historique en fait, des mouvements de gauche des années 70 qui revient en fait, au mot sans-papier, simplement, qui a été utilisé pour la première fois à la fin du 19e siècle. Pourquoi sans-papier? Parce qu'on ne faisait plus référence à la situation administrative des gens. Simplement.
Donc un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a pas encore ses papiers dans notre conception. Peu importe sa situation administrative, c'était utilisé par opposition à un clandestin. Donc on utilisait le mot sans-papier au lieu de clandestin. On ne référait plus à sa situation administrative. Et donc dans le cadre à nouveau de ce débat, je pense, culturel, dans ce débat linguistique, dans l'usage du vocabulaire que l'on fait, c'est vrai qu'il est facile de réutiliser les mots que l'on entend. On entend dans d'autres débats charge patronale, là où on pourrait considérer qu'il s'agit de cotisation sociale ou de contribution à la Sécu. Et on a, je pense, la facilité, dans des mots qui sont répétés par le biais continuellement, finalement de les accepter, d'accepter cette domination, de les répéter, et en les répétant, en fait, d'accepter le cadre qu'on nous fixe extérieurement et de non plus n'imposer notre cadre. Je pense qu'au-delà des questions qui ont été débattues aujourd'hui, cette question, je pense, dans cette enceinte qui est Présence Action Culturelle, est importante. Quelle que soit la démarche, quel que soit le thème que l'on aura à débattre ou que vous aurez à débattre, il faut faire attention aux mots que l'on utilise. Aujourd'hui, je n'utiliserai plus le mot migrant, mais sans papier. Enfin, je ne l'ai jamais utilisé, mais je préfère le mot sans papier. Je pense qu'il a une histoire pour nous, il a une référence, il a une définition. Et il est plus utile que le mot migrant qui anonymise en fait, tout le monde de manière indistincte. On ne sait plus qui est quoi avec le mot migrant. Je suis moi-même migrant, en fait, finalement. Est-ce qu'un Wallon qui vient à Bruxelles est un migrant? Est-ce qu'un Français qui vient en Belgique est un migrant? Est-ce qu'il faut spécialement venir de Syrie ou d'Irak pour être un migrant? Est-ce que lorsqu'on est migrant, on est égal à un autre migrant, comme on l'appelle? Non. En fait, finalement, cette situation, moi, me déplaît. Il y a des catégories légales, elles sont justifiées. Un demandeur d'asile n'est pas un autre sans-papier. Et un sans-papier, l'objectif dans notre philosophie, c'est qu'il ne reste pas clandestin. En fait, on pourrait tous être sans-papier à l'occasion de certains contrôles. Voilà, simplement là-dessus que j'aurais voulu intervenir et je clôture mon intervention. Par rapport à la solidarité et à l'idée qu'on puisse consacrer des lieux, je ne sais pas si le mot consacrer ici c'est sanctuariser, rendre des lieux comme celui-ci, mais comme le Globe Aroma, comme intouchables, là où on ne pourrait pas faire de descente de police. Qu'est-ce que vous pensez de la faisabilité de pareilles choses? Et voilà, on est entré dans le champ culturel, restons-y. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'à l'image des écoles, on pourrait rendre un lieu comme celui-ci, un lieu comme le Globe Aroma, définitivement protégé? Coralie, tu peux dire un petit mot là-dessus? Moi, je reviendrai simplement sur l'anecdote d'une dame qu'on a hébergée en septembre pendant 1 ou 2 jours et qui nous disait que dormir chez nous était le moyen de ne pas devenir folle dans sa tête parce qu'elle n'était pas houspillée par la police, parce qu'elle pouvait dormir sous ses 2 oreilles. Elle dormait 15 heures d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des lieux chez le citoyen ou même des lieux culturels qui sont quand même des lieux quand même d'émergence et où les gens peuvent se poser et retrouver véritablement pied. Donc, des sanctuarisations, oui, ça pourrait être une très bonne solution. Et surtout, bon, Globe Aroma, mais je pense aussi à d'autres associations, comme Refugees Got Talent ou d'autres, visent à cette émancipation par la culture, de redonner, je reviens toujours sur ce terme, redonner de la dignité à des sujets qui n'en ont plus, qui sont quand même en perdition. Je vois encore cette dame dire « je deviens folle dans ma tête », parce qu'elle n'avait plus d'endroit où se poser. Donc, oui, au moment nécessaire. Écoutez, moi j'en suis convaincu, je pense qu'il est déjà suffisamment compliqué lorsqu'on les côtoie pour des personnes sans papier de faire face à l'ensemble des démarches administratives et parfois judiciaires qui sont les leurs, à l'incertitude de leur situation au regard du cadre légal, savoir si elles vont être expulsées ou pas, que pour en plus lorsqu'elles décident de mener une vie normale pendant le temps qu'il leur est libre et pendant le temps où elles estiment pouvoir mener cette vie entre guillemets normale, ne pas avoir d'espace protégé comme pour nous tous en fait. Ils ne réclament rien d'autre que notre droit à la culture, notre droit à l'enseignement, notre droit à faire du sport, notre droit à sortir entre amis, notre droit à nous amuser, à nous éduquer, à apprendre, à faire plein de choses. Et pour le reste, je pense qu'il y a déjà suffisamment de contraintes qui sont posées
Et l'État devrait le comprendre parce que laisser... Donc déjà, la clandestinité, entre guillemets, est quelque chose de terrible, mais cette clandestinité forcée H24, si elle devait exister, parce qu'on n'aurait même plus le droit de vivre, et donc d'être heureux, de partager, d'apprendre, de communier, enfin, celle-là, elle est inhumaine. Voilà, c'est tout. Je pense qu'effectivement, comme Coralie l'a dit, les règles fondamentales de notre droit, et d'ailleurs des droits d'asile ou des droits relatifs aux sans-papiers, la clé de voûte, ça a toujours été la dignité. Quand on regarde les textes, même les plus anciens, les textes européens, la clé de voûte, ça a été la dignité. L'aide médicale urgente, c'est la dignité. Le droit à un logement pour un demandeur d'asile qui vient, c'est la dignité. Le droit à chacun de pouvoir bénéficier d'un conseil et d'un avocat dans le cadre de l'aide juridique totalement gratuite, c'est notamment le droit à faire valoir ses droits, c'est le droit à la dignité. Ce droit à la dignité, c'est cette clé de voûte de notre arsenal législatif qui a été construit et qui malheureusement s'étiole. Je pense qu'on doit conserver cette clé de voûte qui est le droit à la dignité, et le droit à la culture fait partie du droit à la dignité. Le droit à l'émancipation, le droit à vivre fait partie de ce droit à la dignité. Et donc, des espaces protégés, oui, moi je pense qu'une association comme Globaroma doit être un espace protégé. Que la police puisse y entrer à certains moments, c'est normal. Que des contrôles puissent être effectués, contrôle social pour vérifier si la législation sociale est respectée, contrôle fiscal pour vérifier si les comptes sont respectés, c'est normal. Que les autorités subsidiantes vérifient ce que ces associations ont fait avec l'argent qu'elles ont perçu comme subside en exigeant des preuves, des justificatifs, c'est tout à fait normal. C'est la règle pour tout un chacun. Par contre, que l'on puisse arriver au moment où il y a des publics de manière, enfin, par surprise, de manière inopinée, pour arrêter des gens qui ne demandent rien d'autre que d'exercer une partie du droit, de leur droit à la dignité, je trouve ça inadmissible. Toujours pas. Ah bon, vous êtes très sage, c'est très bien. Je voulais, Coralie, vous inviter à dire encore un petit mot sur votre travail. On a vu défiler le blog, la page. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important à dire par rapport à ce travail, à cette démarche de solidarité? Moi, je suis en tout cas très touchée par toutes les rencontres. Là, je suis à une grosse quinzaine d'interviews de bénévoles. Je suis très touchée par l'humanité, mais pas une humanité bête, entre guillemets, parce que les médias nous présentent un peu comme moi y compris, nous présentent un peu comme des bisounours, gauchos, etc., etc., sous les qualificatifs. Ce sont des gens qui se posent réellement des questions sur, je repose clairement aussi, quelle est la notion de responsabilité, jusqu'où la responsabilité envers l'autre s'arrête, quelles sont vos limites aussi. Est-ce que vous établissez des liens particuliers avec les personnes que vous hébergez? Ce sont des personnes qui se posent des questions et qui voient très bien l'urgence actuelle, mais qui réfléchissent sur qu'est-ce que vont devenir ces solidarités par la suite. Quelle est notre pierre dans l'édifice? Et justement, donc, on a posé donc, quelle société on veut, mais aussi quel projet de société on veut construire. Et donc, je suis aussi touchée par des démarches de parents qui disent nous, on veut éduquer nos enfants à cette ouverture, etc. Donc, il se pose pas, quand je leur pose des questions, les bénévoles ne se posent pas en termes de clivage gauche-droite ou en termes de prise de position forte par rapport, oui, il y a certes des positions très fortes par rapport au gouvernement actuel, mais ils partent plutôt d'une démarche, tiens, l'autre qui est en face de moi, ça pourrait être moi, et je ne réfléchis pas plus loin que cela. Et ça, je trouve que c'est à conserver. L'autre qui est en face de moi, ça pourrait m'arriver. D'ailleurs, souvent les réfugiés et les personnes de l'hébergement nous renvoient, hein, ils disent, c'est bizarre, c'est pas belge de souche, entre guillemets, oui, parce que ça pourrait être nous. On peut lire tous les témoignages d'hébergeuses et d'hébergeurs sur votre blog. Pas que ça, hein. J'insiste, la solidarité, ça ne va pas que dans l'hébergement. C'est aussi intéressant de voir, pour moi, une likeuse, une relayeuse d'informations, quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui va protester dans la rue, mais quelqu'un aussi qui est comment dire, prof depuis 20 ans. C'est aussi, on n'a pas attendu le Opgeusen de Franken pour agir. Certains agissaient dans l'ombre depuis très longtemps. Il faut aussi souligner ça. C'est aussi, il y a la démarche humanitaire, entre guillemets, très urgente maintenant, mais
si on veut vraiment intégrer, si on veut vraiment travailler le vivre ensemble, c'est sur des années. Et ça, c'est les citoyens, pouvoir public, associations, il faut réfléchir à ça. Donc, on parle vraiment là d'un projet de société, pas de penser la blessure maintenant, mais de penser l'avenir par la suite. Et ça, c'est de notre responsabilité.